Soyez les bienvenus sur le plateau FHP direct depuis Sant'Expo édition 2022. Et j'ai le plaisir donc de vous présenter mes invités. Christine Schibler, vous êtes la déléguée générale de la FHP. Bonjour. Bonjour Christine. Et monsieur Robin Mort, j'écorche pas votre nom, c'est ça? Voilà. Alors vous êtes le directeur des affaires publiques MNH et du groupe MNH NES. Nous allons parler de ce sondage Odoxa sur la santé. Quelles grandes lignes ressortent? Et on va rentrer dans le détail parce que j'ai plein de questions à vous poser justement sur ces résultats. Alors déjà, merci à la FHP pour son invitation. Effectivement, la MNH, comme chaque année, réalise un baromètre santé des hospitaliers qu'elle met en regard avec les Français en général pour faire des points de comparaison sur les attentes qu'ils ont vis-à-vis du système de santé. Alors, il y a des éléments très forts qui ressortent. On va parler d'attractivité des métiers aujourd'hui, mais sur le sujet de l'attractivité, des éléments très forts avec une ambivalence des professionnels de santé, à la fois un amour très marqué des métiers par les professionnels eux-mêmes. On a 93% des professionnels de santé qui déclarent aimer leur métier et 95% qui déclarent que leur métier est utile. Donc c'est dire à quel point ils sont engagés dans les métiers. Et en même temps, il y a une forme d'insatisfaction et au-delà de désillusion qui s'est profondément installée. On a... moi j'ai un indicateur clé que je retiens de cette étude, c'est qu'il y en a seulement 17% des professionnels de santé qui conseilleraient à leurs enfants ou à leurs proches de faire leur métier. C'est-à-dire ils sont 93% à l'aimer et pour autant ils ne conseilleraient pas de le faire. Et ils sont seulement 27% à s'estimer reconnus dans l'exercice de leurs fonctions. Alors on est face à un moment un peu particulier où finalement on peut capitaliser sur un amour profondément ancré des métiers et en même temps une désillusion, une insatisfaction qui s'est installée. Christine Schibler, vous confirmez, vous? Alors je partage, oui bien entendu, puisque on a aussi un certain nombre de baromètres qui nous ont donné les mêmes indicateurs. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des choses qui sont assez structurelles et aussi il y a un contexte. Donc on pourra le développer. Oui. Et c'est vrai que comme c'est une industrie très très humaine, c'est-à-dire le service, le soin, la communauté, la pratique, c'est absolument capital qu'on arrive à avoir des professionnels qui soient bien dans l'exercice de leurs fonctions et qui aient des perspectives. Et donc je pense qu'il y a tout un travail à faire. Mais il y a aussi des choses qui sont plus fondamentales qu'on pourra aborder tout à l'heure, notamment sur la formation. Sur la formation. Je vous laisse poursuivre. Oui, alors... Nous, on partage des constats. Finalement, on ne va pas revenir sur un énième constat. Bien sûr. Mais on a dépassé ces sujets-là et on allait questionner les professionnels sur leurs attentes finalement. Qu'est-ce qu'on ferait pour solutionner vos problèmes? Et on les a questionnés sur quand vous recherchez un emploi, quelles sont vos priorités, quelles sont les priorités que vous vous fixez. Alors il y a bien évidemment le salaire, il ne faut pas le nier. Le salaire est un élément d'attractivité, c'est la première priorité, mais dans une mesure bien moindre que les Français en général. Il y a plus de 10 points d'écart entre les attentes des Français en matière de salaire et les attentes des professionnels de santé. Et à l'inverse, on a des critères qui ressortent beaucoup plus fortement. Et on en a 3 principalement qui ressortent. Le premier, c'est les conditions de travail. C'est-à-dire les moyens qu'on met à ma disposition, les locaux dans lesquels j'exerce, le système d'information sur lequel je travaille. On a un deuxième sujet sur le sens de mon métier. Et un troisième sujet en termes d'attente sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, des sujets de fond sur lesquels les employeurs, à notre sens, doivent s'engager, doivent pas s'engager seuls, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Christine Schibler, est-ce que la crise, est-ce que c'est la crise sanitaire, elle a mis en exergue, on va dire, des failles et puis aussi l'importance de tous les soignants? Alors, elle a finalement révélé des choses qui étaient un peu latentes. L'accélération finalement du besoin de prise en charge, la pression qu'il y a eu, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont révélées mais qui étaient déjà latentes. Il y a d'abord un problème de fond qui est un problème de nombre. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie de soignants. Et c'est vrai qu'à l'issue de la crise, il y a un certain nombre de personnes qui ont choisi, pour des raisons personnelles, souvent pour des raisons de fatigue, d'embrasser d'autres carrières et de bifurquer dans leur parcours professionnel. Et donc aujourd'hui, on est dans une période assez charnière où il faut regarder quelles sont leurs attentes, il faut prendre en compte et il va falloir réfléchir différemment pour ouvrir de nouvelles perspectives aux soignants. Ça veut dire que, si vous me permettez l'expression, il ne faut pas rater le coche, il ne faut pas louper le tournant. Aujourd'hui, c'est l'enjeu stratégique. Oui, c'est effectivement le moment. On est allé au bout d'une logique, au bout d'un système. Je pense qu'il faut le transformer profondément. Alors, on le disait, l'attractivité, les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, elle ne pourra pas le solutionner seul. C'est un sujet
structurelle et systémique. Nous, on pense que les employeurs vont devoir s'appuyer à la fois sur leur transformation interne, mais aussi sur des partenaires, des parties prenantes, que peut être la MNH et d'autres acteurs autour de l'hôpital, public et privé, mais aussi faire le pari du lien avec le territoire. L'attractivité d'un établissement de santé, finalement, il ne peut pas être déconnecté de l'attractivité d'un territoire, il ne peut pas être déconnecté de l'offre de transport, de l'offre culturelle, de l'offre de services qu'on peut retrouver. Parce qu'aujourd'hui, Christine le disait, finalement, c'est la question de l'offre et la demande. On en parlait en amont de cette table ronde, mais la question de l'offre et de la demande qui est plutôt en faveur aujourd'hui des professionnels de santé qui finalement ont la possibilité d'exercer n'importe où, avec un vrai engagement à trouver sur moi, mes pratiques, les conditions de travail que j'offre, la rémunération, etc. Et puis, qu'est-ce que je peux aller chercher au-delà, chez d'autres acteurs, en termes d'attractivité pour mes professionnels. Alors, en parcourant un petit peu ces résultats, vous parliez de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de redonner confiance dans les professionnels de santé. Alors, si tout... Voilà. Il y a des choses qui ont été dites hier par le sénateur Jomier sur la nécessité de donner des perspectives, la nécessité de redonner du sens. On a connu toute une période qui s'est quand même un peu arrêtée en 2018 avec un vecteur qui était important, une notion qui était importante, qui était la maîtrise comptable. Aujourd'hui, la crise a quand même redonné du sens aux choses, puisqu'on a vu que sans une organisation de soins qui soit efficiente, on aurait pu aller à la catastrophe, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important, et ça va être un des enjeux du futur ministre de la Santé, c'est effectivement de réunir autour de quelques axes principaux et autour de valeurs. Et nous, on pense que les professionnels de santé aujourd'hui ont besoin de remettre des mots, de mettre des priorités et d'intégrer finalement ce sens dans leur pratique quotidienne. La deuxième chose, c'est la confiance. On est dans un système qui est caractérisé par une complexité juridique absolument invraisemblable. Là où aujourd'hui, la culture, ça a été dit d'ailleurs plusieurs fois ce matin par les uns et les autres, devrait être basée sur l'évaluation et sur le contrat, sur l'échange. Et ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment des défis très importants que va avoir notre futur ministre de la Santé. Et d'où ça vient, selon vous, et vous me répondrez aussi, d'où ça vient, Christine Chilbert, pourquoi on en est là? Question difficile, vous voulez... C'est une question... C'est une question... C'est parce que c'est ce que disaient nos interlocuteurs précédents. Il faudrait que tout le monde se mette autour de la table. Alors... On a la chance aujourd'hui d'avoir un constat et une convergence du diagnostic. Ça, c'est déjà une première étape. Donc, il faut déjà que le futur ministre de la Santé considère que c'est une étape qui est acquise et que maintenant, il convient d'y apporter des réponses. Deux façons d'apporter les réponses. Il y a des réponses qui relèvent du pouvoir régalien et donc des décisions qui sont à prendre sur un certain nombre de mesures que nous attendons tous. Donc, par exemple, sur la formation, nous avons demandé, nous, FHP, mais l'ensemble des fédérations hospitalières a demandé que les quotas de formation infirmiers et de soignants soient supprimés. Donc, ouvrir la formation largement, démultiplier le nombre de personnes formées. Donc, c'est par exemple... C'est des choses concrètes. C'est une décision qui appartient à l'État avec l'ensemble des partenaires, les régions, etc. Après, il y a un deuxième espace qui doit être un lieu d'échange, c'est la future conférence des parties prenantes. Dans cette conférence des parties prenantes, bien entendu, il y a en premier lieu le patient, il y a l'ensemble des partenaires, des acteurs du territoire. Tu l'as dit, c'est absolument essentiel, le territoire, et on a la chance d'avoir une santé qui est dans les territoires, donc c'est une chance économique, sociale, sociétale que nous avons devant nous, et nous n'avons pas ouvert complètement la question. Et donc, dans la conférence des parties prenantes, il y a un certain nombre d'axes prioritaires qui doivent être travaillés. Il y a la qualité de vie au travail, bien entendu, qui est dans ces axes prioritaires, parce qu'on doit entendre ce que nous disent les soignants. Il y a bien entendu des particularités qui sont liées au métier de soignant, notamment les dimanches, les jours fériés, les nuits, qui sont quand même des éléments à prendre en compte, à ne pas nier et à revaloriser. Donc, il faut qu'on ait ce deuxième espace avec notre nouveau ministre
de conférence des parties prenantes qui soit aussi consacrée à quelques objectifs prioritaires pour répondre à tout ce que nous disent les soignants et que demain ou après-demain, on n'ait pas la statistique que tu citais, qui est quand même triste, hein, finalement. Allez-vous recommander à vos enfants d'exercer le même métier que vous? Eh bien non, donc il faut qu'on arrive à changer ça. Il faut qu'on arrive aussi à redonner des parcours professionnels, des perspectives aux professionnels de nos établissements pour qu'ils s'inscrivent dans le temps, dans une carrière qui soit beaucoup plus longue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je vais vous laisser poursuivre, Robin Mort. Juste une chose, c'est terrible de voir que en fait, la majorité des Français et des professionnels de santé pensent que le système va encore se dégrader. Oui, alors moi je suis tout à fait aligné avec tout ce que vient de dire Christine. On a un sujet, cette conférence des parties, elle a plusieurs enjeux. Elle a des enjeux d'immédiateté et puis elle a des enjeux de temps long. Et dans les enjeux de temps long, il y a un enjeu que nous on porte, c'est finalement sortir de ce marasme permanent et de cet auto-entretien qu'on fait de la situation difficile dans laquelle on est, parce qu'on ne va pas donner envie aux gens de venir exercer dans le système de santé en expliquant en permanence que tout va mal, que tout est noir et que quand vous allez venir exercer chez nous, c'est terrible. Il faut absolument pas nier les difficultés. Il y en a. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a plein de problèmes sur lesquels il va falloir identifier des solutions. Il va falloir les identifier en plus collectivement. Il n'y aura pas un acteur unique qui va trouver la solution miracle des problèmes de l'attractivité de l'hôpital, qu'il soit public ou privé. Donc il y a ce sujet du marasme et qui va permettre aussi de sortir de cette espèce d'esprit très négatif sur l'avenir. On est enfermé dans un esprit où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Des solutions, il y en a, et des solutions, elles ne sont pas forcément que juridiques, elles ne sont pas que législatives. Et elles ne sont pas forcément que réglementaires. On prend l'exemple de la formation, on parle l'exemple de la vie professionnelle et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, c'est pas le législatif qui va poser les bases de solutions. Nous, la MNH, on gère des crèches hospitalières, par exemple, qui est un vrai sujet pour les jeunes générations de s'installer dans un emploi en sachant que l'enfant qu'on va avoir, le projet de famille qu'on va construire, il ne va pas déséquilibrer notre vie professionnelle et va nous permettre d'avoir une continuité. Et c'est un sujet qui est commun à la fois aux professionnels médicaux, paramédicaux et administratifs des établissements. C'est le même pour tout le monde. À l'inverse, le sujet de la formation, c'est un vrai sujet de construction de parcours. Là, c'est un vrai sujet de débat législatif. Comment on facilite les ponts en matière de passage du métier d'aide-soignant à infirmière, comment je facilite les ponts, la reconnaissance des acquis et de l'expérience sur l'infirmière de pratique avancée, comment je fluidifie les parcours pour donner envie, comment j'oblige pas finalement les soignants à faire un pas de côté quand ils veulent changer de métier et évoluer et sortir de la structure pour pouvoir ensuite passer une marche supplémentaire. Donc on a un certain nombre de solutions à construire, c'est pour ça que cette conférence elle est utile et elle ne doit pas traiter purement que des sujets législatifs ou réglementaires. Elle doit aussi permettre aux parties prenantes de se mettre autour de la table, de se dire qu'il y a plein de solutions qui existent et qui sont déjà mises en œuvre à droite et à gauche, et finalement faire émerger ces solutions pour qu'elles soient diffusées France entière pour un système de santé renouvelé et profondément renouvelé. Est-ce qu'il y a, lorsque vous avez mené cette étude, est-ce qu'il y a vraiment des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Alors, dans les constats... pas forcément, parce que Christine le disait, des études qui expliquent l'amour profondément ancré des professionnels, il y en a un certain nombre. Sur les constats de désillusion, nous le constat qui nous a un peu étonné, c'est les résultats qu'on a pu avoir sur l'image qu'ont les professionnels de l'engagement de leurs employeurs vis-à-vis de leur propre santé. Globalement, les soignants estiment qu'aujourd'hui, on n'a pas une attention suffisante sur leur propre état de santé et on n'a pas de politique de prévention suffisamment construite pour limiter leurs risques vis-à-vis des troubles musculo-squelettiques ou des risques psychosociaux. C'est un indicateur très fort. Nous, ça fait longtemps qu'on plaide pour que la prévention soit mieux structurée entre les employeurs, les représentants du personnel, la santé au travail et les complémentaires santé qui aujourd'hui ont été quasiment généralisés dans le privé et qui sont en phase de généralisation dans le public. Y a un nouveau triptyque à imaginer parce qu'on sait que la santé des professionnels de santé, ça pèse sur l'attractivité, ça pèse sur les conditions de travail, ça pèse sur les turnovers, ça pèse sur les plannings. Nous, on a des chiffres, on regarde particulièrement la fonction publique hospitalière, hein, mais plus que l'hospitalisation privée. Mais un agent hospitalier aujourd'hui public, il est absent 12 jours par an pour raison de santé. 12 jours par an, il y a 1 200 000 fonctionnaires, ça fait à peu près 14 millions de journées d'absentéisme pour raison de santé qui pourraient être anticipées. Un certain nombre de sujets. Nous, on traite par exemple avec le sujet du centre hospitalier de Béziers le sujet de la grossesse de l'agent hospitalier.
qui n'est pas anticipé, qui pèse sur les plannings. Quand je suis infirmière, j'anticipe pas le maintien dans l'emploi le plus longtemps possible, donc je suis absente de façon très éparse, non anticipée. J'anticipe pas le retour à l'emploi et l'impact du retour à l'emploi. Tout ça, on est en train de construire des parcours avec le centre hospitalier de Béziers pour les accompagner dans une nouvelle politique. C'est ce sujet-là, mais c'est aussi le sujet des risques psychosociaux. On a été une des premières mutuelles à prendre en charge les consultations psychologues pour nos adhérents. Dans les 4 premiers mois de prise en charge, on a eu 20 000 demandes de remboursement de consultations psychologues par les soignants, ce qui est assez énorme quand on le compare à d'autres mutuelles. Et la moyenne d'âge de demande, c'est 31 ans et demi de nos adhérents. C'est bien qu'il y a un sujet et une vraie politique à portée de prévention. La période du Covid a été très difficile pour les soignants. Oui, et c'est vrai qu'il faut prendre soin de nos soignants, c'est absolument majeur. Pour ça, effectivement, la qualité de vie au travail et toute l'attention qui est portée aux conditions de travail, à l'accompagnement des soignants, à leur environnement de travail et aussi à l'attente des jeunes professionnels, c'est une part de la question. Mais l'autre part de la question, je me permets d'y revenir, mais c'est vraiment un sujet tout à fait essentiel, c'est de former suffisamment de soignants. On ne peut pas continuer à avoir des promotions qui augmentent de 1000 ou de 2000, là où on sait qu'on a des besoins qui sont au-delà de 100 000 personnels paramédicaux dans le sanitaire. Et si on rajoute le médico-social, on frôle les 200 000. Donc il y a une véritable partie de la réponse qui est former plus de soignants qui va venir justement détendre des conditions de travail qui ne peuvent pas, faute de personnel en nombre, être correctes, puisqu'il y a des remplacements qui se font à la dernière minute, il y a des équipes qui sont quelquefois perturbées dans leur cohésion, dans leur travail au quotidien, parce qu'ils ne savent pas qui va venir le soir, ou qui va venir le samedi ou le dimanche. Donc cette question de la formation est essentielle. Après, bien entendu, il faut donner des perspectives professionnelles aux différentes personnes, en redonnant les moyens de promotion professionnelle qu'on a, mais qu'on n'a pas de façon suffisante, en développant les contrats de qualification, d'apprentissage, et puis, bien sûr, en facilitant les passerelles pour aller vers les métiers, par exemple, d'IPA, pour favoriser les parcours professionnels mixtes et variés entre le public, le privé, entre la ville, entre l'hôpital, avec donc des contraintes de travail, d'organisation du travail qui peuvent être différentes et adaptées selon les différents âges de la vie, puisqu'on n'a pas forcément, pendant sa carrière, exactement les mêmes besoins ou les mêmes contraintes, selon qu'on a 25 ans, 35 ans ou 45 ans. Et c'est ce que disaient hier nos invités, excusez-moi, puis je vous donne la parole, c'est ce que disaient nos invités hier au sujet de l'emploi et de la formation. Bien sûr, il y a l'apprentissage, le problème des passerelles, effectivement, elles l'ont abordé, et puis il y a aussi la validation des acquis de l'expérience. Voilà, ça aussi, visiblement, c'est un point sur lequel il faudrait revenir. Oui, puis si on développe les formations et qu'on permet à plus de jeunes de se former, l'apprentissage, c'est un véritable levier. Hein, si on veut diversifier les catégories socio-professionnelles de personnes qui exercent la profession d'infirmière, si on veut aller chercher d'autres profils et leur donner envie d'exercer, l'apprentissage et la rémunération pendant 3 ans d'études, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'employabilité, c'est un vrai sujet d'attractivité qu'il faut développer. Mais au-delà de ça, augmenter le nombre de personnes formées en IFSI et en IFA, ça va poser la question de l'accueil dans les stages. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 30% d'une promotion infirmière qui rentre dans un IFSI qui ne ressortira pas à la fin de l'étude. C'est une étude du CEFIEC, donc qui centralise l'intégralité des IFSI. Il y a 30% de promo, donc 1 sur 3 qui sort pas, qui est posé par plein de problèmes, hein, qui est posé par Parcoursup, l'universitarisation des formations qui a été un vrai sujet. Il y a 12% à peu près des étudiants qui, dans les 6 premiers mois de leurs études, arrêtent l'école de soins infirmiers. C'est bien qu'il y a un sujet d'orientation, mais au-delà, il y en a 15% supplémentaires qui ne terminent pas. Donc on a un vrai sujet de conditions d'accueil et de stage. On a un vrai question d'employabilité et de maintien d'une rémunération pendant les études, parce que c'est des études longues et qui engagent des frais et une vie un peu particulière, qui mixent entre le professionnel et les études. Et donc ça, c'est des vrais sujets à poser sur la table, hein, qui sont là pour le coup pas vraiment réglementaires, pas vraiment législatifs, qui sont les sujets comment les employeurs, et on sent qu'il y a une envie des employeurs, publics et privés, d'être plus attentifs aux conditions dans lesquelles ils font exercer leur métier aux professionnels. Donc on peut se dire qu'il y a un tableau assez noir et que finalement il y a quand même un engagement de tout le monde qui a envie de faire mieux.
Confiance et espoir aussi. Il faut redonner espoir aux professionnels de santé et aux jeunes qui veulent s'engager dans les voies de la santé. Oui, tout à fait. Et c'est sur ce sujet-là particulier qui est de mieux faire connaître le métier, l'environnement, ce que c'est un établissement de santé, etc. Donc on a développé, on a un certain nombre d'adhérents qui organisent une semaine d'ouverture, on va dire, à leur environnement. Ça s'appelle Ma Clinique est fantastique, de manière justement à pouvoir rencontrer les jeunes, rencontrer les futurs étudiants, pour leur expliquer ce que c'est ce métier-là, quel est l'environnement, et essayer justement peut-être d'anticiper des choix qui auraient été faits, qui auraient été portés au moment de Parcoursup, qui ne seraient pas tout à fait adaptés. Après, c'est un métier formidable. La santé, c'est un contexte, c'est un environnement absolument formidable. D'abord parce qu'il y a que de l'espoir. C'est de l'humain, vous l'avez dit, c'est de l'humain. C'est de l'humain, c'est de l'innovation, c'est des nouvelles solutions pour nos patients, c'est de l'équipe, c'est de la reconnaissance. Donc il y a plein de choses à faire. Et donc c'est vrai que le contexte a été particulièrement éprouvant pour les équipes ces dernières années. Après, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Il y a eu le Ségur avec une première reconnaissance et un rattrapage de salaire qui n'avait pas été porté pendant 8 ans. Donc ça, c'est quand même une première étape. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller plus loin. Et il faut sortir, tu l'as dit tout à l'heure, il faut sortir d'un langage un petit peu défaitiste. Parce que, bon, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des enjeux qui sont devant nous. Mais bon, voilà, il y a des difficultés, mais les difficultés, on en a toujours connu dans la santé, c'est pas toujours les mêmes, ça dépend des périodes, etc. Et on va les dépasser. Donc, il faut être positif. Alors, on est obligé de conclure. Est-ce que vous avez, Robin Mort, quelque chose à ajouter? Non, moi, c'est retenir, ne pas nier les difficultés, mais en même temps sortir du marasme, donner envie. On est tous en quête de sens, quelque part, et on fait... les soignants et tous les professionnels des établissements de santé et du système de santé font des métiers merveilleux qui sont de prendre soin des autres. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant finalement. Et c'est ça qu'il faut revaloriser et remettre tout le monde autour de la table dans cette perspective de notre métier finalement, c'est de soigner et c'est un des plus beaux métiers du monde. Alors ça veut dire qu'il faut garder l'optimisme devant. Regardez l'optimisme devant. C'est exactement ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ce sondage et de votre étude. Merci à tous les deux et puis bonne continuation. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres invités arrivent.